Pour comprendre vraiment comment fonctionne une grande ville, il faut lui retirer sa peau et révéler les forces vitales qu'elle cache. Un système d'une incroyable complexité dont dépendent des millions de gens, mais que peu comprennent. Partons pour un voyage fantastique au cœur des grandes mégapoles du globe. On la surnomme la ville lumière. Mais Paris a une face cachée. Cette Mecque du tourisme recèle un site rarement visité. Tapis sous la surface, à l'abri des regards, le ventre de Paris. L'organe vital de la capitale mondiale de la cuisine. La ville d'en haut festoie, la ville d'en bas digère. L'une ne pourrait survivre sans l'autre. Aujourd'hui, nous entrons dans la ville lumière par un trou d'homme. Voici les égouts de Paris. Ils s'étendent sur 2300 km, la distance de Paris à Istanbul. Tous les jours, ces galeries charrient 1 million de mètres cubes d'eau usée. Assez pour remplir l'Empire State Building. Sans les égouts, la plus belle ville du monde se noierait dans ses propres ordures. Cette infrastructure du 19e siècle a permis le développement d'une métropole tentaculaire. Mais tandis que la ville prospère, ses entrailles s'essoufflent à suivre le rythme. Pour que Paris survive, ce vénérable ouvrage doit explorer de nouvelles voies. Ses défis ? Exploiter la technologie pour rationaliser son labyrinthe obscur. Utiliser la science pour curer son océan de fange. Et recruter une nouvelle race d'égoutiers qui, non contents d'entretenir le réseau, le réinventeront pour faire entrer cette cité millénaire dans le XXIe siècle. Et tout ce travail doit se faire dans l'obscurité. Les égouts de Paris sont une métropole parallèle, un négatif photo du plan des rues. C'est l'un des plus grands réseaux d'égouts du monde. Mais cette capitale de plus de 11 millions d'habitants compte moins de 650 égoutiers. Grâce à une conception particulièrement ingénieuse, c'est la gravité qui fait presque tout le travail. La pente naturelle entraîne les effluents vers le bas et les stations d'épuration. Leurs trajets débutent dans des canalisations de la taille d'une soucoupe et finissent dans des collecteurs plus vastes qu'une maison. En terrain plat, des pompes de relevage activent la circulation. Le réseau est relié à la surface par le biais de 18 000 canalisations et 30 000 bouches d'égout. Des ouvrages, des égouts, les mieux conçus au monde actuellement. La fierté est une spécialité française, comme le vin et le fromage. Mais Philippe Bousigny a des raisons d'être fier. Les égouts de Paris ne sont pas seulement exceptionnels, ils sont logiques. Chaque canalisation correspond exactement à la rue qu'elle dessert. Même orientation, même taille. Vaste collecteur sous les grands boulevards, conduite étroite sous les ruelles. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque rue aussi, dans chaque ouvrage, vous avez un nom de rue pour pouvoir se repérer. En égout, si nous n'avions pas ces plaques, on se perdrait facilement. Même nous qui connaissons bien ces systèmes. Donc les égouts sont un vrai dédale en fin de compte de ramification. Et ce labyrinthe exige un entretien permanent. Depuis des années, c'est la section d'assainissement de Paris qui est chargée d'entretenir ce dédale de conduits et de tunnels.
Dans un ouvrage où le moindre défaut serait synonyme de désastre, chaque centimètre doit être inspecté régulièrement pour repérer les fissures, les trous et les fuites. Mais comme les cartes utilisées pour ces inspections dataient de la construction de l'ouvrage, Paris a donc entrepris de numériser ces données. Et aujourd'hui, tout le réseau tient sur un disque dur. Donc, le système Tigre présente l'ensemble du réseau d'assainissement de Paris. Tous les jours, Vincent Évrard navigue sous terre sans quitter son bureau. Son guide, un logiciel sophistiqué baptisé Tigre. L'ensemble du réseau d'égouts, et en rentrant à l'intérieur du réseau, on voit le cheminement des voies dans Paris. Les égouts sont subdivisés en 28 000 sections identifiées par un nom de rue. La carte est impressionnante, mais Tigre a d'autres ressources. D'un simple clic, Vincent peut afficher l'état des lieux de tout segment du réseau. Donc on est au 43 de la rue Copernic ici. Cette section n'a pas été inspectée depuis des mois. Mais en quelques heures, Vincent saura si tout va bien ou si elle est malade. Chaque canalisation subit 2 visites par an qui donnent lieu à un compte-rendu. Tigre ausculte les entrailles de Paris et diagnostique leur pathologie. Sans ces données, tout le réseau d'égouts s'effondrerait. Mais pour collecter les informations qui alimentent Tigre, des hommes doivent plonger dans le noir. Alain Allemand est l'un des éclaireurs de Tigre. Tous les matins, il arpente 1,5 km de galerie pour détecter le moindre problème. Paris est un vrai morceau de gruyère, il y a le métro, il y a des tunnels, il y a des caves, des souterrains. Donc il faut surveiller tout ça, et avec tout ça, il y a en plus les égouts. Puisque l'eau pénétrerait à l'intérieur et risquerait de miner le terrain, quoi. Ça aurait donc il y a des incidences assez dramatiques, quoi. Surtout ici, urgent, manque la grille sur la banquette. Mais le paradoxe veut que cet ouvrage construit pour charrier l'eau risque d'être détruit par cette même eau. Surtout par ce genre de liquide. En se décomposant, les effluents se dissolvent en un magma répugnant d'acide sulfurique, d'acide urique et de méthane. Il est toxique, explosif et corrosif. Il peut littéralement dissoudre les canalisations. Et si cette menace interne est préoccupante, la menace externe est encore pire. Alors le genre de problème le plus important, ce sont quand même les fissures. Dues au sol qui bouge, au tremblement. Alain a longtemps rédigé ses rapports à la main, avant de les mettre au courrier. Dans ce labyrinthe où toute fissure est une catastrophe en germe, il faut faire vite. Fini l'encre et le papier. Place à la transmission sans fil. Au QG de Tigre, Vincent reçoit le compte-rendu. Sur la rue Copernic, on a eu une visite ce matin qui remonte des informations, donc du type fuite d'eau potable dans le réseau d'assainissement, qui s'affiche sous la forme de ces symboles de manque. Donc ça veut dire qu'il va falloir venir poser des équipements ou réparer les fissures. Une fois les informations enregistrées, Vincent peut dépêcher une autre équipe pour la réparation. La fuite sera comblée et le désastre évité grâce au mariage entre cet ouvrage vénérable et les nouvelles technologies. Mais le progrès ne se contente pas de moderniser l'entretien du réseau d'égouts. Il modifie son rôle. De nos jours, une métropole se nourrit d'une denrée très précieuse, l'information. Et à Paris, elle emprunte des voies de circulation très singulières.
Drôle d'endroit pour faire du business. Dans la ville lumière, tout est possible. Voici le légendaire service postal de la capitale, le pneumatique. Comme les égouts, ce système a été conçu sous le Deuxième Empire. Les premières lignes ont été installées en 1866. Un siècle avant l'ère du fax et du courriel, Paris disposait déjà d'un réseau de communication rapide sans fil. Le concept ? Faire circuler l'information à grande vitesse. Le mécanisme ? Des gaines et des cartouches. Pour envoyer un pli, il suffit de composer le code du bureau destinataire. Ensuite, cette cartouche est indexée parce que chaque poste de départ ou d'arrivée ont un code pneumatique différent. Le code est simple. Chaque adresse est une série de chiffres et de lettres. Claude Picard l'utilise depuis plus de 20 ans. Sous nos yeux, il envoie des documents depuis l'hôtel de ville à la poste centrale du Louvre. Nous l'introduisons sur un poste B1, nous l'introduisons sur la ligne B. Et nous formons le... Là, nous avons un sélectionneur 1. Ensuite, la cartouche est aspirée. Voilà, elle est partie. Lors de la pose des gaines de ce circuit, les fragiles rues de la capitale ont échappé à des travaux spectaculaires qui les auraient fragilisées. Les voies existaient déjà. La ville parallèle souterraine. Une infrastructure tentaculaire, réplique exacte du tracé de la voirie, les égouts. Propulsée à l'air comprimé, la cartouche file sous terre à 36 km/h. Et ce, grâce aux égouts, la première autoroute parisienne de l'information. Le pneumatique a également lancé une autre innovation. Le suivi des colis. Il y a un petit point qui s'allume sur la ligne B, le 1, on la suit. Elle va monter par son propre poids. La poste pneumatique était un service public accessible à tous les Parisiens. Les 10 km de conduits qui couraient le long des égouts à l'origine ne sont plus que 7 aujourd'hui et servent surtout à l'acheminement de documents originaux entre différents ministères. Comme toute innovation technologique, le pneumatique a été dépassé par le progrès. Aujourd'hui, il est plus facile d'envoyer un fax ou un courriel que l'une de ces cartouches. Mais la France n'a pas dit son dernier mot en matière de révolution technologique. Paris veut se libérer du papier, des gaines et même des câbles. Et cette libération exige un nouveau système. Une nouvelle technologie baptisée accès sans fil à l'Internet ou Wi-Fi. Avant le sans fil, il fallait des câbles pour se connecter à l'Internet. Plus maintenant. En zone d'accès sans fil, la connexion se fait comme par magie, partout dans la ville. Les données sont acheminées par signal radio, directement de l'antenne à l'ordinateur. Mais les antennes ont un rayon d'action limité. Pour s'assurer d'une couverture Wi-Fi à 100%, la capitale a donc besoin d'une forêt entière d'antennes. Qui plus est, si les antennes assurent une transmission sans fil, elles doivent elles-mêmes être connectées par câble au réseau Internet. Mais dans la ville lumière, les câbles et l'esthétique ne font pas bon ménage. Paris est une ville magnifique, avec beaucoup de monuments historiques qu'il faut absolument préserver. Pierre Barnabé travaille pour Alcatel, l'un des principaux équipementiers français de télécommunications sans fil. Sa mission ? Installer un réseau d'antennes Wi-Fi dans Paris sans défigurer le paysage urbain. Et une fois de plus, la solution réside dans les égouts. Mètre par mètre, les câbles en fibre optique étendent leur emprise. Un jour, ces fils d'Ariane tisseront une toile qui reliera tous les bureaux,
tous les magasins, tous les restaurants et tous les appartements de la métropole. Pendant ce temps, dans le ciel parisien, les antennes Wi-Fi poussent comme des champignons sur le toit des immeubles. Des champignons technologiques fertilisés sur la fange des égouts. À terme, le ventre de Paris abritera assez de câbles optiques pour connecter un réseau serré d'antennes. Grâce au chevauchement de leurs rayons d'action, elles formeront des zones d'accès sans fil ou hotspots, permettant la couverture de toute l'agglomération. Sans fil, les Parisiens recevront des courriels, des vidéos et des données à la vitesse de l'éclair. Tout ça grâce aux égouts. Georges Costa est un soldat de la révolution Wi-Fi. Nous sommes en train de poser un câble fibre optique composé de 12 fibres. Et le fait de passer dans les égouts, ça permet d'éviter déjà les lourdeurs administratives pour faire du génie civil en surface. Georges travaille pour l'opérateur de télécommunications Completel. Aujourd'hui, il délaisse les poteaux téléphoniques au profit des galeries d'égouts. Georges répète les mêmes gestes plusieurs centaines de fois par jour. Percer un trou, installer un point d'ancrage, injecter une résine étanche, fixer le câble. Et ça permet de laisser le câble là pour des années, quoi. C'est primordial. Les câbles n'aiment pas l'eau. Nous sommes dans des milieux très humides. Et comme vous pouvez le voir sur ces câbles qui sont là depuis très longtemps, ils sont complètement pourris. Et les câbles qui sont déroulés en égout, en tout cas pour ce qui est les câbles fibre optique, sont des câbles qui sont armés et anti-rongeurs, puisque le premier problème des égouts, c'est les reins. L'autre problème, c'est le gaz. Les eaux usées contiennent du méthane. En cas d'accumulation dans un espace confiné, il explose spontanément. Même à faible concentration, le méthane est un gaz dangereux. Il gêne l'inhalation d'oxygène et peut causer l'évanouissement ou même la mort. Donc on ramène les câbles à l'extérieur afin de les raccorder et ensuite on les ramène dans l'égout pour fixer la boîte. Le câble est une tresse de minces fils en fibre optique. Chacun doit être parfaitement soudé à haute température. Une fois que la fusion est réalisée, ça nous donne une valeur approximative du lien. Pour protéger la délicate soudure, Georges la renforce avec un fil métallique et l'enferme dans un boîtier étanche. Et voilà le travail. Un raccordement de plus. Section par section, les câbles Wi-Fi tissent un canevas technologique invisible dans les entrailles de la capitale. Si vous regardez, il y a presque pas de câbles de téléphonie ou de télécommunication dans Paris. Ça, pour ça, c'est assez exceptionnel. Tout est enterré, donc véritablement, c'est invisible. Exceptionnel et invisible, mais inachevé. En effet, certains égouts sont inaccessibles car trop étroits. La solution ? Rétrécir la main-d'œuvre. Voici un robot poseur de câbles. Le nec plus ultra de la technologie télécommandée. Aussi polyvalent que compact, ce robot peut aussi bien tirer des câbles que faire des épissures ou vérifier son travail. C'est une machine étonnamment complexe. Il a fallu plus de 3 ans pour la mettre au point. Jack Conley est le fondateur et PDG de Cabotic, une société américaine spécialiste de la pose de câbles dans les égouts. Pour montrer aux Européens de quoi son robot est capable, il ne pouvait pas choisir meilleur laboratoire que les égouts parisiens. Pour éviter la corrosion, chaque composant est scellé sous vide contre l'humidité. Il est de plus équipé d'un détecteur de gaz qui repère les poches de méthane ou tout autre gaz explosif dans les égouts. Quand il détecte la moindre trace, le robot s'éteint automatiquement.
Si la voie est libre, la pose du câble peut commencer. Mais à la différence de George Costa, Jack travaille à distance. Le bloc de montage pivote pour amener la perceuse à l'endroit exact du point d'ancrage. Le foret sort de son logement et perce la canalisation haute. Il se rétracte, le bloc de montage pivote, saisit le câble optique et une brique d'ancrage en polybutane pour le fixer tout contre la canalisation. En 8 heures de travail, le robot peut poser 800 mètres de câble. En travaillant 24 heures sur 24, on peut arriver à poser environ 1,5 km de câble par jour. Même en travaillant 24 heures sur 24, George et ses collègues ne pourraient pas poser plus de 100 mètres de câble par jour. Avec 10 robots, on pourrait câbler tout Paris en 3 mois. Le test a été concluant. Jack remonte son assistant et plie bagages sans laisser une seule trace de son robot américain à Paris. Les robots poseurs de câbles arpenteront bientôt les égouts. Mais pour entretenir ce dédale de galeries, une autre équipe est déjà à pied d'œuvre. Des ouvriers aux nerfs d'acier, insouciants du danger, vaccinés contre les maladies de ce monde souterrain, capables de s'aventurer seuls dans les moindres recoins et équipés pour voir dans le noir. Ces ouvriers ne sont pas claustrophobes. Ils sont étanches, traités anti-corrosion et disponibles en 3 tailles. Ils forment l'avant-garde des égoutiers de Paris. Dans les rues de cette mégapole, d'autres robots prennent la relève. Jean-Pierre Cornu travaille pour Hydrovidéo, une entreprise française qui fournit des robots d'inspection à la section d'assainissement de Paris. Là, j'ai le plus gros de nos robots pour l'inspection de canalisation de diamètre 150 à 1200 mm ou plus suivant les accessoires. J'ai ici un robot un petit peu plus petit qui permet d'inspecter des canalisations un peu plus petites. Et là, un autre robot motorisé pour l'inspection de toutes petites canalisations de diamètre 100 mm. Soit le diamètre d'une tasse à thé. Équipé d'une caméra et télécommandé, le robot se charge de la détection des fissures et des fuites. Comme son cousin poseur de câbles, le robot caméra est armé d'une lame pour racler les dépôts calcaires ou couper les racines qui percent les canalisations. Jean-Pierre peut télécommander ses ouvriers sur longue distance, jusqu'à 1000 mètres. Quelle que soit la position du robot, l'image est parfaite. Rotation à 360 degrés ou à 180 degrés perpendiculairement à l'axe de la canalisation, avec un système qui me permet d'avoir une image qui est toujours à l'horizontale. Grâce au laser, il peut mesurer toutes les imperfections détectées par son assistant. Il peut également connaître le degré de pente d'une canalisation neuve pour s'assurer que la gravité fera son travail. Ici, il vérifie le raccordement entre un collecteur et le tout à l'égout d'un immeuble. En cas de détérioration, il enverra un autre robot pour la réparer. À terme, les machines assureront peut-être aussi les tâches les plus salissantes. Mais ces ouvriers de câbles et d'acier ne sont pas prêts de remplacer les égoutiers de chair et de sang qui tous les jours mettent leur vie en danger. Pour assurer la fluidité du transit intestinal de la capitale, il faut de la perspicacité, des muscles et des nerfs d'acier. Mais en cas d'imprévu, l'homme ne fait pas le poids contre les forces de la nature.
Par beau temps, difficile de croire que la ville lumière a une face cachée. Pourtant, elle existe. Même cette vieille dame, la Tour Eiffel, ne peut se voiler la face. Tous les ans, 6 millions de touristes lui rendent visite. Mais derrière cette imposante structure d'acier, ici aussi, la tuyauterie gargouille. Et nous avons là tous les services techniques, les évacuations des eaux usées, des toilettes, des lavabos, des restaurants. Pour l'ingénieur Jean-Alex Fauré, la tour n'est pas un monument. C'est un organisme vivant avec des fonctions physiologiques. Alors nous arrivons aussi au-dessus du deuxième étage et au-dessus du restaurant Jules Verne, où arrivent toutes les canalisations qui vont s'envelopper ici tout le long pour continuer leur chemin par là. Qui se continuent là, qui prennent la courbe pour ensuite remonter à la verticale jusqu'au troisième étage. Ces 7 km de tuyaux desservent 2 restaurants, de nombreuses fontaines d'eau potable, 20 urinoirs et 40 toilettes. La Tour Eiffel aussi a des besoins naturels. Tout ce qui s'avale doit être éliminé. Mais ici, ces nécessités se font avec une certaine hauteur. Ah tiens, les toilettes les plus hautes du monde pendant au moins un demi-siècle. C'est là où tout démarre et puis ça se termine dans les égouts de la ville de Paris, quelque part en bas. La pesanteur entraîne les eaux usées dans les égouts et elle en assure l'écoulement. L'agglomération parisienne s'étend en pente douce vers la Seine. Les collecteurs secondaires se jettent dans les collecteurs principaux qui s'écoulent tous vers le point le plus bas de la ville. Dans les dépressions de terrain, des pompes de relevage prennent le relais. Certes, la gravité assure la circulation naturelle des égouts, mais ils ne sont pas auto-nettoyants. Sans entretien, ils refouleraient comme des toilettes dont on ne tire jamais la chasse. Ils se déverseraient sur la chaussée, apportant leur cortège de maladies, comme ce fut le cas pendant des siècles. Tous les matins, quand Paris dort encore, des bataillons d'égoutiers se mettent en marche pour combattre les immondices. Il faut une armée pour empêcher le réseau de se boucher, et ces hommes combattent en première ligne. Leur journée commence à 6 h du matin. Quand Paris s'éveille, ses égouts aussi. Au fil des heures, le filet d'eau devient torrent. Les égoutiers doivent travailler vite. L'eau monte rapidement et à midi, ils risquent de patauger dans la fange jusqu'au cou. Difficile métier. Les égoutiers ressemblent aux mineurs. Ils triment dans l'obscurité. Ils respirent un air vicié. Et en cas de poche de méthane, ils risquent la mort. Le cancer et l'emphysème leur volent des années de vie. La longévité moyenne d'un égoutier ne dépasse pas 57 ans. Mais les égouts présentent d'autres dangers que l'on trouve rarement dans la mine. Le tétanos des seringues usagées, les maladies transmises par les rats et la mort par noyade. Leur équipement ressemble à une tenue de combat. Respirateur, détecteur de gaz et un mousqueton de sécurité. Le harnais, c'est en cas d'accident, c'est qu'on puisse être attaché ici, être maintenu pour les reins et avoir le crochet pour pouvoir être sauvé, pour être remonté par le mousqueton par les pompiers. Et voilà le parfait égoutier prêt à aller au travail.
Les égouts sont faits pour les eaux usées, pas pour les ordures. Et pourtant, ils charrient tous les jours des tonnes de déchets solides. Enjoliveur de voitures, mais on va trouver des objets, de tout ce que les gens, en fin de compte, se débarrassent, quoi. Sans compter les boîtes de boissons métalliques, les choses comme ça. Toute accumulation de détritus peut boucher le réseau. Il est facile de se débarrasser des déchets encombrants, mais comme toujours, ce sont les petites choses qui donnent le plus de fil à retordre. Chaque année à Paris, le BTP consomme des millions de tonnes de sable. Quand il pleut, ce sable est entraîné dans les égouts, où il s'accumule peu à peu. Et ici, vous êtes donc devant un bassin de désablement. Hein. Alors c'est par là, en fin de compte, on va piéger les sables qui s'écoulent dans les égouts, différents égouts. Une fois que celui-ci est plein, on le met à sec et à l'aide donc de cette trappe, on va pouvoir extraire tous les sables vers l'extérieur, soit par aspiration ou par un système de grue pour pouvoir enlever tous les corps lourds. Mais ces bassins sont loin de suffire à la tâche. Chaque année, les égoutiers enlèvent assez de sable et de boue pour remplir 10 piscines olympiques. Pour ce faire, ils utilisent un outil qui n'a pas changé depuis un siècle, le bateau-vanne. Comme les égouts eux-mêmes, le bateau-vanne exploite la force naturelle du courant. De simples ailettes en bois fixées dessus créent un barrage artificiel. En butant contre les ailettes, l'eau et la pression montent et font avancer l'embarcation. Plus le niveau de l'eau monte, plus la pression augmente. À l'avant, une plaque métallique racle le sable et les graviers que les égoutiers pourront pelleter. La pression de l'eau à l'arrière du bateau est si forte qu'il faut de lourdes chaînes pour le ralentir. Au fur et à mesure de la progression, quand les chaînes sont en bout de course, les hommes les fixent un peu plus loin. On dirait un chasse-neige à propulsion à eau. Un chasse-neige répugnant de 10 tonnes. Et c'est vraiment, ils n'ont pas trouvé mieux que pour curer les égouts. Richard Jourdrain est chef d'équipe sur un bateau-vanne. Aujourd'hui, lui et ses hommes curent un collecteur de 50 mètres dans le quartier de l'Opéra. Avant de pouvoir commencer, ils doivent dégager leur outil de travail d'un océan d'immondices. On arrive le matin, il est enfoui dans la merde. On est avec des poubelles et on écope le bateau. On fait sens contraire. C'est le pire, ça. Quand un bateau coule, parce que c'est suivant les orages, le bateau colle à la voûte et l'eau et la merde elle rentre dans le bateau. Voilà. Les orages aussi peuvent noyer les égoutiers. En surface, il commence à pleuvoir. Problème en vue dans les égouts. Donc vous voyez, c'est très dangereux. L'autre monte sans arrêt là. Et si vous voyez ici toutes ces, on va dire ces torches qui sont accrochées sur les parties métalliques de l'égout, c'est parce que l'eau en fin de compte est montée jusqu'en haut, jusqu'à la voûte. Donc d'où le danger en égout. Hein, ce sont des orages qui ont provoqué en fin de compte cet état de fait. Si un égoutier travaille dans une section basse lors d'un orage, il risque d'être emporté par une crue éclair. Pourtant, même ici, on peut trouver une élévation de terrain. Des refuges en dur, prévus dès l'origine. Nous sommes situés à peu près 5-6 mètres au-dessus du collecteur. C'est l'endroit où on se protège en cas de montée subite au niveau des eaux, lors d'orage, ou par exemple ici, lors de la crue de 1910, où l'eau est montée jusqu'ici. Voilà, donc, mais c'est le seul endroit où on peut se protéger.
Quand on travaille près de l'eau, la noyade est un risque permanent. À un moment ou à un autre de leur carrière, tous les égoutiers tombent à l'eau. Comme rivière, on ne fait pas pire. Trouble, fétide et rapide. En une seconde, leur combinaison protectrice peut devenir meurtrière. Quand vous tombez dans l'eau et ça se remplit d'eau, donc votre poids en eau vous tire vers le fond. Vous serez emporté par la vitesse de l'eau et en fin de compte, on n'est pas sûr de pouvoir vous récupérer à l'arrivée. Ou dans un drôle d'état. Pour l'instant, c'est le bateau-vanne qui risque d'être emporté. Il y a 2 gars qui sont sur banquette qui tirent au trot. Il y a une personne à la vanne et deux gars aux chaînes. L'équipe qui travaille sur le bateau, ils savent déjà me prévenir s'il y a un danger ou pas. Il y a mettre les ailettes. Vous voyez, il y a mettre les ailettes. Vous avez compris pourquoi ça devient dangereux? Les ailettes servent d'accélérateur. Pas assez de pression, le bateau n'avance pas. Trop de pression, il s'emballe. Un monstre déchaîné de 10 tonnes. Il y a tellement de pression, il arrive un moment où je suis obligé de faire stopper la manœuvre parce que le plan d'eau il montait tellement haut. On doit travailler avec 1 mètre d'eau sur banquette, derrière le bateau. Et après, il n'y a plus de sécurité. Malgré les précautions, le risque s'aggrave. La pression monte. Les chaînes souffrent. C'est trop. Une amarre se brise. Et c'est l'accident. Le bateau s'est cabré. Richard est blessé. Ils le sortent, ils l'emmènent à l'hôpital. Bon, le plus difficile, ça va être de le sortir. Je pense qu'ils vont chercher un treuil ou une nacelle ou un truc comme ça. On attend. Pardon? Il est cassé? Ah oui, il m'étonne, c'est carrément cassé le poignet. La chaîne avec la pression, elle a pété, elle a monté en l'air, il est retombé dessus. Blam, cassé net. Et là. Amenez mon fils de service de secours. Ouais, t'inquiète. Dans les égouts, les accidents peuvent être mortels. Richard a eu de la chance. Bon, bientôt en Amérique. Aujourd'hui, il a besoin d'un médecin, pas d'un prêtre. C'est le prix à payer pour garder cette mégapole propre. On travaille dans les salles, mais on n'était pas solidaires et si on ne faisait pas attention à nous les uns les autres, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'accidents que ça. En fin de compte, c'est un métier très très dangereux. La technique fait fonctionner les égouts, mais ce sont les hommes qui les entretiennent. Pour assurer l'assainissement de cette mégapole, une poignée d'hommes risquent tous les jours leur vie. J'ai un fils qui a maintenant 30 ans. Je lui ai demandé à un moment s'il voulait faire mon métier. Non, je crois qu'il a été dissuadé de faire mon métier. Par contre, c'est un métier qui, dans des familles, les enfants, les petits-enfants sont rentrés aux égouts parce que le père était égoutier, le grand-père était égoutier. C'était aussi une tradition quand même chez nous. Mais il existe aussi toute une famille qui trime dans les égouts depuis des siècles, depuis la construction du premier collecteur. Une famille qui compte des millions d'individus dotés d'un appétit insatiable pour leur travail. Voici les égoutiers préhistoriques. Chaque jour, un rat peut manger 1/3 de son poids d'ordure. L'extermination a réduit leur nombre, mais comme pour l'afflux d'eau usée, rien n'en viendra jamais à bout. Les égouts parisiens accueillent les effluents humains, les câbles et la Wi-Fi.
Ils tissent des liens urbains dont leurs concepteurs n'avaient même pas rêvé. Mais comme si cela ne suffisait pas, l'ouvrage est accablé d'une tâche supplémentaire. Dans cette métropole d'asphalte et de béton, où peut aller la pluie, si ce n'est dans les égouts? Quand l'orage est violent, le flux souterrain peut tripler et les égouts peuvent littéralement déborder. Dans ce cas, la pluie n'a pas d'autre issue que de couler sur la chaussée, sauf à prévoir des soupapes de sécurité. Quand il pleut, les capteurs placés dans les collecteurs principaux mesurent constamment le niveau de l'eau en continu. Si elle monte trop, le flux excédentaire est pompé vers les galeries les moins sollicitées. Si l'ensemble du réseau arrive à saturation, le trop-plein est pompé dans la demi-douzaine de déversoirs d'orage qui jalonnent la ville. Quand la pluie s'arrête, leur contenu est réinjecté dans le réseau. Enfin, en cas de pluie diluvienne et de saturation totale, l'ouvrage dispose d'un ultime système de sécurité intégré. Les 45 collecteurs qui relient les égouts de Paris à la Seine. Les vannes s'ouvrent automatiquement et le trop-plein se déverse directement dans le fleuve. En cas de déluge, ce dispositif est la seule protection contre la catastrophe. Voici l'une de ces précieuses vannes de sécurité. Alors cette vanne, elle est pilotée automatiquement normalement, mais bon, aujourd'hui on est au démarrage de l'hiver et on vient vérifier que tout se passe bien et qu'elle se ferme correctement. Tout est OK. Christophe Dalloz dirige la division gestion des flux des égouts de Paris. Son travail, empêcher le réseau de déborder sur la chaussée. En cas de forte pluie, les eaux usées ont longtemps refoulé dans les caves et les rues. Aujourd'hui, Paris dispose d'une issue de secours, la Seine elle-même. Piètre compromis. Le trop-plein rejeté dans la Seine est filtré, mais non traité. Le dilemme est cornélien. Envoyer les effluents bruts dans le fleuve ou sur la voie publique. C'est ce que l'on essaye de faire, c'est d'éviter au maximum que cette situation se produise. Alors tous ces rejets, évidemment, ils posent une question très importante, c'est jusqu'où on peut aller pour protéger le fleuve. Paris construit de nouveaux réservoirs pour le trop-plein d'eau de ruissellement. Mais pour éviter tout rejet dans la Seine, il faudrait doubler la capacité de l'ensemble du réseau d'égouts. En polluant le fleuve, la ville fait donc le choix du moindre mal. Elle y est contrainte en moyenne 4 fois par an. Encore un côté obscur de la ville lumière. Mais il y a 100 ans, ce scénario du pire était une plaie quotidienne. Les effluents se déversaient directement dans la Seine. Si au XIXe siècle, les égouts ont sauvé Paris, au XXe siècle, les stations d'épuration ont sauvé le fleuve. Mais au XXIe siècle, la technologie permettant de transformer ce cloaque en eau potable a pris une nouvelle direction. Aujourd'hui, pour assainir les eaux usées, il faut nager à contre-courant de procédés dépassés. Pierre Ferreira devrait être l'homme le plus impopulaire de la capitale. Il dirige en effet une usine d'épuration en proche banlieue parisienne. Et pourtant, l'odeur n'indispose pas, même les nez les plus délicats. Voici l'usine de Colombes, l'une des stations d'épuration les plus modernes du monde. Est complètement moderne, qui est, comme vous avez pu vous en rendre compte, inséré dans un milieu urbain, sur lequel je dirais, la grande difficulté était le fait qu'il devait y avoir zéro nuisance.
La décantation est la première tâche de toute station d'épuration. Séparer les liquides des matières solides. Dans les usines traditionnelles, la décantation se fait à l'horizontale, dans des bassins géants à ciel ouvert qui occupent plusieurs hectares. Procédé onéreux pour éliminer des déchets sans valeur. Construire ce genre d'usine coûte cher. Elles occupent des surfaces considérables et elles puent. Dans l'usine expérimentale de Colombes, la décantation se fait à l'intérieur et qui plus est à la verticale. Les eaux usées sont traitées dans un circuit fermé de cuves dédiées. C'est une usine qui est incluse dans un cube de 150 mètres de long sur 150 mètres de large et sur 26 mètres de hauteur. Dans cet espace, on est capable de traiter ce que traite une station d'épuration, je dirais, classique, qui va représenter environ 2 ou 3 hectares. Le dispositif étant vertical, la décantation se fait plus rapidement que dans une station traditionnelle. La pesanteur et les pompes font l'essentiel du travail. On peut augmenter les vitesses et le taux de traitement d'environ 5 fois, être 5 fois plus performant qu'un décanteur normal. Donc, ce qui veut dire également beaucoup plus de pompes, beaucoup plus de pompage que sur une usine normale. Au fur et à mesure de son extension, la ville agrandit ses anciennes stations pour traiter le surplus d'eau usée. Mais Colombes est la solution d'avenir. Des unités plus petites, mais offrant une grande capacité et peu d'inconvénients. C'est un véritable tour de magie. Ce qui entre ici n'en ressort pas. Le processus est hermétiquement fermé. Première étape, les eaux usées passent dans une cuve de sédimentation au fond de laquelle se déposent les déchets solides. Les effluents passent ensuite dans plusieurs cuves de traitement biologique. L'eau est épurée grâce à l'injection de micro-organismes qui assimilent toutes les particules biodégradables. Après ajout d'oxygène au mélange, les bactéries prolifèrent et dévorent littéralement les polluants. Lorsqu'elles n'ont plus aucune matière à se mettre sous la dent, les bactéries se déposent, laissant s'écouler une eau débarrassée de toute impureté. Il ne reste plus qu'à faire disparaître les boues résiduelles enfumées. Les boues sont donc incinérées dans des fours que vous pouvez apercevoir sur ma droite et sur lequel je suis installé à l'heure actuelle. Les boues sont introduites à la base du four. Elles sont ensuite amenées à une température de 850 degrés. Et ensuite, les particules sont filtrées et piégées. Résultat, les vapeurs émises par Colombes sont inoffensives, inodores et même sans fumée. Dans cette station d'épuration, on ne voit rien et surtout, on ne sent rien. On n'a aucune plainte des riverains. Colombes est considérée comme une usine propre et donc les rejets à l'atmosphère doivent être complètement inertes. À la sortie, c'est une eau épurée qui retourne à la Seine. La boucle est bouclée. Chaque jour, 300 millions de litres d'eau sont pompés de la Seine vers les stations d'épuration pour étancher la soif des Parisiens. Aujourd'hui, les égouts sont l'organe vital de la capitale. Dans ce labyrinthe, la mégapole est à la fois purifiée et câblée. Nettoyée et connectée. La vieille garde reste sur le pied de guerre, mais de nouvelles recrues viennent lui prêter main forte contre les déchets. Au cœur de cette lutte sans fin, cet ouvrage vénérable se réinvente pour le 3e millénaire. Tant que ce fût s'écoulera, Paris verra la lumière au bout du tunnel. Laissant ses entrailles à ses taches obscures, la ville peut briller de tous ses feux et rêver à son rayonnement sur le monde. Ainsi va la vie dans la ville lumière. Fluctuat nec mergitur.